Comme l'avaient annoncé plusieurs analystes de marchés financiers il y a quelques mois, le prix de l'once d'or a dépassé les 2350 dollars le 9 avril, enregistrant un record historique après une série de hausses sans précédent. Les mêmes spécialistes prévoient une tendance à la hausse qui va se maintenir dans les prochaines semaines. En effet, selon eux, le prix du métal jaune dans les mois à venir s'annonce spectaculaire. La combinaison de facteurs techniques et fondamentaux relatifs à la situation économique mondiale pourrait facilement propulser l'or bien au-dessus de 3000 dollars l'once et l'argent vers de nouveaux sommets supérieurs à 50 dollars. Dans ce contexte, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, la Fed, devrait annoncer le soir du 1er mai pourrait déclencher une dynamique haussière vertigineuse pour l'or, le pétrole, l'argent et tous les métaux rares utilisés dans les hautes technologies. Dans cette situation, il n'est pas difficile de prévoir une chute de la valeur du dollar exprimée en once d'or, entraînant l'effondrement du pouvoir d'achat de la monnaie qui se répercutera notamment sur le prix du baril de pétrole, mais de manière plus générale sur toutes les autres catégories de matières premières. D'ailleurs, en novembre 2023, le très influent journal économique et financier britannique The Economist, qui a ses entrées au sein des cercles financiers les plus puissants dans le monde, avait émis des prévisions dans ce sens. Dans ce contexte, il est très utile de rappeler que le montant de la dette américaine, souvent cité par les analystes géopolitiques et géoéconomiques, est celui de la dette fédérale des États-Unis, soit près de 35 000 milliards de dollars actuellement. Or, ce montant ne constitue en réalité que près de 30% de la dette globale des États-Unis, qui fait d'eux le pays le plus endetté au monde. En effet, la dette totale américaine se calcule en y incluant, en plus de la dette fédérale, les dettes des ménages, des entreprises, des 50 États de l'Union, des institutions locales et des institutions financières. Ainsi, au moment où l'on parle, la dette globale des États-Unis atteint la somme astronomique de près de 100 000 milliards de dollars, soit près de 400% du PIB américain, 97% du PIB mondial et 35 fois le PIB de la France. Or, contre toute attente, ce chiffre qui donne le tournis n'a pas empêché le Congrès américain de voter une nouvelle aide militaire groupée de 95 milliards de dollars, essentiellement pour l'Ukraine, qui reçoit 61 milliards de dollars, Israël 13 milliards de dollars et Taïwan 8 milliards de dollars. De cette manière, Washington fait encore une fois le choix de la guerre au détriment des intérêts nationaux, aussi bien américains que ceux de leurs alliés, notamment européens. Par ailleurs, la même situation d'endettement touche la majorité des pays occidentaux, notamment européens. À titre d'exemple, depuis le début des années 2000, la dette publique totale française, en tenant compte de la partie hors bilan, a connu une très forte croissance, passant d'un peu plus de 2 000 milliards d'euros à plus de 6 500 milliards d'euros, soit près de 250% du PIB qui s'est établi à 2 639 milliards d'euros à la fin 2023. Et le tout pour une dette publique de 3 101,2 milliards d'euros. Ainsi, jusqu'où ira cette folie de la dette aux États-Unis et dans le reste du monde, notamment en Europe? Et à quoi doit-on se préparer dans les mois à venir, étant donné que l'inflation repart à la hausse alors que la croissance reste faible? Comment expliquer la flambée du prix de l'or et des autres métaux rares? À quoi s'attendre sur le plan géopolitique mondial? Pourquoi arrive-t-on toujours, comme d'ailleurs s'interroge l'ensemble des citoyens du monde, à trouver l'argent avec une facilité déconcertante quand il s'agit de financer la guerre, mais jamais ou très peu pour redresser l'économie, les infrastructures, l'école, l'hôpital et le laboratoire de recherche? Ainsi, pour parler de tous ces enjeux majeurs pour le futur proche de l'économie et de la paix dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Bouchard, économiste à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Renaud Bouchard, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Cher Kamal, bonjour, chers auditeurs, bonjour aussi. Je suis à votre écoute et très sensible aux questions que je vais essayer de prendre en considération pour vous donner une réponse
dans la mesure du possible, le plus précise qui soit. D'accord. Ben, on vous remercie et tout le plaisir est pour nous. Alors, à partir du descriptif que je viens de... Bien sûr, je parle sur votre contrôle, Monsieur Bouchard. Vous pouvez corriger des choses ou rajouter ou enlever. Euh, alors, je poserai la question directement à partir de ce bilan en rappelant un fait. Alors, le 15 août 1971, lorsque le président des États-Unis à l'époque, Richard Nixon, décida de tuer les accords de Bretton Woods en découplant l'or du dollar, une once de 31,1 grammes du métal jaune valait 35 dollars avant d'atteindre les 280 dollars en janvier 2000. Et puis de 2000 à 2024, le prix passait à 2350 dollars le 9 avril 2024, soit une augmentation de 66 fois, c'est-à-dire 6600%. Alors, Renaud Bouchard, si l'inflation est maîtrisée aux États-Unis ou en Europe, comme s'en félicitent la Fed et la BCE, pourquoi dans ce cas, le prix de l'or n'arrête pas de flamber? Et puis, devrait-on saluer la remarquable ascension du prix de l'or ou plutôt considérer l'effondrement de la valeur du dollar? Et puis, enfin, croyez-vous au scénario de la baisse des taux d'intérêt annoncé par la Fed et la BCE? Je vais commencer par répondre en fait à votre question en prenant la dernière indication. Sur la baisse des taux d'intérêt eux-mêmes, en fait, je suis d'une extrême prudence parce que, en fait, je ne crois à rien. Je regarde des indicateurs qui sont donnés, ceux que vous avez très justement traduits, des chiffres qui sont extrêmement vertigineux et qui me montrent tout simplement une chose au regard, par exemple, une augmentation de masse monétaire, au regard comment dire, de ces sommes d'argent absolument gigantesques qui sont mobilisé par le Congrès des États-Unis, j'en arriverai en fait à une conclusion très simple. Tout ceci est totalement artificiel, artificieux, et c'est de l'argent qui n'existe pas. C'est une immense bulle monétaire à laquelle nous assistons, Mhm, qui n'empêche pas moins, d'ailleurs, dans la suite de votre, comment dire, de votre exposé, de votre conférence et sur le script que vous avez eu la gentillesse de me communiquer, on voit très exactement le suivi d'une économie qui s'est totalement emballée et qui a quitté des fondamentaux et une réalité qui a échappé à tout le monde. Vous disiez à l'instant que on a vu une cotation de l'or à 2350, des matières premières qui sont recherchées, un pétrole très cher et comme le dit un autre économiste que j'aime beaucoup et dont je suis beaucoup les analyses, il s'agit de Bruno Berthez, nous assistons en fait à le terme anglais est le reflation trade. mhm, En fait, si vous prenez les indications données par un autre économiste qui s'appelle Howell, vous voyez plusieurs points. C'est que la liquidité mondiale, par exemple, continue d'augmenter. Elle a augmenté de 917 milliards de dollars la semaine dernière pour atteindre 171,93 milliards de dollars. C'est en fait une augmentation de base monétaire qui est en fait une augmentation fantôme, qu'on appelle une augmentation shadow. Et la valeur des garanties, des collatéraux sont à l'origine de cette hausse. Quand vous Ce dites, que vous voyez comme juste, Renaud collatéraux, Bouchard, bon, juste pour que nos auditeurs comprennent, quand vous dites que c'est virtuel, vous faites référence justement à l'équivalent physique et réel de e- cette augmentation de la masse monétaire. C'est-à-dire, il y a une exactement, cher augmentation de la Kamal. masse monétaire, mais il n'y a pas de production qui donne de la valeur à la monnaie qui est injectée. Exactement. On en est D'accord. là, c'est-à-dire qu'en fait, la richesse est totalement artificieuse. Elle est artificielle. Elle ne résulte pas de la production de machines, d'intelligence, enfin, d'une certaine manière, si, dans un autre domaine sur lequel on va arriver tout à l'heure, qui est tout simplement la mobilisation de ces gigantesques masses monétaires pour relancer, par exemple, une économie de l'armement. Mais c'est un peu particulier. Mais en ce qui concerne j'allais dire, les sous-jacents de l'inflation telle qu'on peut la connaître actuellement, eh bien, vous avez les gens qui travaillent, qui produisent, les agriculteurs, l'industrie. Mhm, L'industrie en Europe est morte. L'agriculture ne va pas très bien. Il y a simplement une autre partie du monde, elle, qui produit de véritables richesses et qui sont assises avec un véritable collatéral très solide, qui est précisément l'or. mhm, Voilà. Là, on est sur quelque chose de sérieux. Donc,
Ah, écoutez, je pense avoir répondu à votre question là sur ce point-là. Reprenez la Donc, précision si vous voulez que je la oui, complète. non, 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 si, si, vous avez assez, juste que, alors, la question, juste pour que les gens comprennent, parce que quand on leur ressasse le discours que les prix ont augmenté, les prix ont augmenté, les prix ont augmenté, il y a un problème, il y a un problème. Donc, moi, je voulais que vous nous disiez, est-ce que c'est le prix de l'or qui a augmenté? Alors que l'or, on sait que ça fait depuis des millénaires qu'il existe dans l'économie. Je ne suis pas très sûr que la valeur de l'or varie avec une telle, avec un tel gap à chaque fois. Ou c'est le dollar ou les monnaies donc, qui lui sont adossées qui sont en train de dégringoler par rapport à ce que vous venez d'expliquer parce qu'il y Eh a bien, énormément d'argent. ce sont les monnaies et c'est le dollar qui dégringole. L'or, lui, ne bouge pas d'une certaine manière. Vous savez, euh, l'or a ceci d'intelligent et d'amusant, c'est qu'en fait, il ne rapporte rien. Voilà. Absolument. Il C'est ne juste fournit une pas de assurance. dividendes comme des actions. Il n'offre pas de gains qui soient liés à la hausse des taux d'intérêt, pour une raison très simple, c'est que le métal jaune n'y est pas soumis. Mais il reste simplement une valeur refuge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la dette. Et à la différence de pas mal d'autres choses, comme il ne peut pas faire faillite comme une entreprise, par exemple. Et sur la création de richesse, sur le gap inflationniste, sur comment dire, le décrochage qu'il peut y avoir entre une monnaie telle que le dollar et puis la cotation de l'or elle-même. Vous voyez une chose, c'est que ce sont des pays qui exportent beaucoup de matières premières, par exemple, vers les États occidentaux, qui en ont besoin pour leur industrie, le pétrole, le gaz, les terres rares pour fabriquer des semi-conducteurs. Ce sont des banques centrales de ces pays tels que la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique, la Turquie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, qui, elles, veulent sécuriser au maximum les immenses bénéfices qui sont tirés de leurs exportations. Et alors, avec tous ces fleuves d'argent qui sont tirés de ces ventes à l'étranger, voilà des pays qui ont l'intelligence d'acheter de l'or sécurisé, ce qui leur permet de s'affranchir d'une monnaie artificielle qui ne vaut Oui, plus rien du tout, qui est la dépendance au dollar. Et d'accord. donc, voilà, on assiste à l'apparition de, comment dire, de deux mondes totalement différents, avec une cotation d'or, mais qui n'a pas fini de grimper. D'accord. Alors, pour aller maintenant vers la deuxième question, Renaud Bouchard. Alors, malgré son accalmie ces dernières semaines, euh, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, et puis j'aimerais avoir votre avis sur ça, l'inflation demeure à un niveau quand même significatif, supérieur à celui de la période de Covid-19. Et ça, je crois que les gens sont tout à fait d'accord. Et à ceci s'ajoute le déficit budgétaire astronomique des États-Unis ainsi que de plusieurs pays européens, dont la France, qui pourraient obliger la Fed et la BCE à renoncer la planche à billets. Donc, par conséquent, si ça venait à se concrétiser, l'inflation risque de repartir à des taux très élevés. Les pays occidentaux ont connu donc une situation similaire dans les années 70 avec les deux chocs pétroliers de 73-74 et 78-80, quand l'inflation est repartie à la hausse avec un pic à 13,5% aux États-Unis. Et à cette époque-là, le directeur de la Fed à l'époque, Paul Volcker, a été contraint d'augmenter le taux directeur à 20%. Donc, tenez-vous bien, à 20% afin de réduire l'inflation de manière significative. Ma question, Renaud Bouchard, pensez-vous qu'un tel scénario est possible actuellement alors que le taux d'endettement des États euh, et des privés atteint des proportions astronomiques? Et comment allons-nous sortir de cette deuxième vague si elle se produisait? S'en sortir, je ne sais pas. Mais la vague est là. Euh, Vous avez, on va dire, des pays occidentaux, européens, qui sont en train d'acheter au maximum ce en quoi ils ont soi-disant encore confiance, qui sont en fait euh, du dollar. Et à côté de cela, vous avez une autre politique qui est en train de se mettre en place, qui est
de savoir s'il n'y a pas une inquiétude de voir de la part de la Fed, par exemple, une baisse des taux après, comment dire, que la BCE ait, comment dire, ait entamé le processus. J'ai vu très récemment dans un article qui a été publié, je crois, sur La Tribune, une question, une interrogation, où sur la base de l'annonce qui avait été faite par la Réserve fédérale américaine de perspectives de baisse de taux pour 2024 et 2025, Oui, l'analyse du discours de Jérôme Powell sur la base d'une inflation qui est toujours très forte aux États-Unis. Alors, on voit des analystes, je n'en fais pas partie, je n'en sais absolument rien là-dessus parce que je n'ai pas ces éléments, pour pouvoir me faire une opinion solide. C'est des analystes qui anticipent une baisse des taux beaucoup plus rapide en Europe qu'outre-Atlantique. Et alors, on parle d'une espèce de désynchronisation de politique monétaire qui pourrait, par exemple, impacter la valeur de l'euro face au dollar et bénéficier aux entreprises du vieux continent. Alors, là-dessus, je vais vous dire, je pense, moi, que cette histoire, par exemple, de désynchronisation, de taux. Euh, je veux dire, c'est une idée qui est apparue comme, je veux dire, mais qui est sans fondement. Pourquoi? Parce que l'inflation reste encore trop élevée aux États-Unis, selon Jérôme Powell. Elle ne cesse de rebondir. En février, par exemple, loin d'un objectif qui était, comment dire, qui avait été affirmé. euh, Par exemple, la croissance devait se maintenir à 2,1% en 2024 selon la Fed, contre 1,4% prévu précédemment. Et ce que j'ai noté, c'est une réflexion qui est assez curieuse, c'est que c'est une problématique qui se rencontre pas comment dire, en Europe, par exemple, qui a surtout souffert d'une hausse des prix de l'énergie, dont on dit qu'elle est aujourd'hui largement résorbée. Je n'en suis pas sûr. Ce que l'on voit, c'est que l'inflation en zone euro est retombée à 2,6% en février, tandis que on se retrouve, nous, au bord de la récession avec une croissance simplement de 0,8% attendue en 2024. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'on est au bord d'un décrochement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Il est peut-être déjà commencé, mais c'est un peu comme un morceau de sucre qui s'effrite dans l'eau, là. Voilà, on est, je vais dire, les jours ou peut-être je dirais pas les semaines, hein, par confort intellectuel ou autre. Je pense que le processus de dégradation est déjà complètement établi, là. On est sur une sorte de bascule. Voilà. C'est, Vous avez dans les, comment dire, les documents que vous aviez eu la gentillesse de me communiquer, euh, vous avez marqué en fait ce qu'était la différence des typologies d'inflation. Et, euh, et je ne vais pas entrer dans le détail ici, ce serait un peu long, mais on sait maintenant que je pense que ça va avoir des conséquences concrètes sur les politiques monétaires des banques centrales. mhm, Euh, Lors de la réunion de la Banque centrale, de la dernière réunion de la Banque centrale européenne, tout le monde a compris qu'on allait sur un premier assouplissement, comment dire, au mois de juin 2024. mhm. C'est l'opinion, par exemple, de Monsieur Bruno Cavalier, qui est le chef économiste chez un analyste qui s'appelle Odo. Et puis voici que très récemment, je crois que c'était peut-être mercredi dernier, Madame Lagarde a reconnu qu'on ne pouvait pas attendre de disposer de toutes les informations pertinentes afin d'ajouter, en agissant ainsi, nous risquerions d'ajuster notre politique trop tardivement. Ça, ce sont des propos qui veulent strictement rien dire. Oui, En mais fait, on ne sait donc, pas. C'est du pilotage à vue. et c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que si on relance la planche à billets, c'est-à-dire que c'est l'inflation qui va exploser encore plus. Si ce n'est pas le cas et qu'on on essaie de suivre l'exemple de Paul Volcker en 1980, je ne dis pas 20%, hein, mais disons même la moitié ou 12 ou 13, ça serait catastrophique, cataclysmique pour les économies qui sont extrêmement endettées parce que cela va faire exploser encore la dette. Donc, est-ce que ce n'est pas le serpent qui se meurt un peu la queue et qui ne sait pas comment sortir comment dirais-je, de son cercle vicieux? Mais vous avez raison, Kamal, parce qu'en fait, le serpent ne sait pas sortir, mais c'est surtout, en fait, en réalité, vous avez des décideurs, des banques centrales qui sont totalement déconnectés et qui suivent une politique qui est la leur et qui n'a absolument rien à voir avec celle des États. Vous voyez, par exemple, je vous parlais un peu des conséquences d'un retard de la Fed sur son homologue européenne, la Banque centrale européenne.
Là, je vous lis un texte que j'ai sous les yeux, que je viens de retrouver, c'est que logiquement, par exemple, les taux obligataires américains devraient descendre plus rapidement aux États-Unis qu'en Europe, ce qui pourrait pousser nombre d'investisseurs à vendre leurs euros pour acheter des bons du Trésor et des autres obligations américaines en dollars. C'est effectivement ce qui est en train de se passer. Et le résultat est très simple, c'est que ça fait perdre toute sa valeur, parce qu'il en reste, à la monnaie européenne. Et c'est une érosion, en fait, qui devrait, pour le moment, en fait, on nous dit qu'elle devrait rester légère, parce il ne s'agit pas d'une divergence de politique monétaire, mais de juste quelques mois de différence dans le rythme de la baisse. Mais en réalité, les conséquences pour l'économie européenne, à mon avis, ne resteront pas limitées. Mhm. C'est qu'en fait, nous avons eu en pleine flambée, par exemple, du pétrole, on l'achète en dollars. La baisse de l'euro aurait, dit-on, un effet inflationniste, puisque cette ressource aurait coûté mécaniquement plus cher à cause des taux de change. Mais aujourd'hui, ce que je vois personnellement, c'est que les prix de l'énergie ne sont plus véritablement un problème. La BCE n'a pas plus pour préoccupation de se caler sur la Fed. En réalité, chacun fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez d'un côté des politiques de banque centrale qui ne suivent absolument pas les instructions qui leur sont données et qui agissent en suivant comment dire, les grandes politiques d'achat qui sont faites par des D'accord. investisseurs privés qui vont là où l'argent est encore rémunérateur. Mais Mm. c'est du faux argent. Bien. Donc, Alors, la question suivante, Renaud Bouchard. L'endettement lié à la crise de 1929, et là, j'aimerais faire un peu d'histoire et faire quelques parallèles, bien sûr, avec toute mesure gardée, comme on dit, parce que les situations ont quand même changé, mais d'un point de vue du principe. Alors, l'endettement lié à la crise de 1929 avait fait grimper la dette totale des États-Unis à 200 milliards de dollars, soit 300% du PIB en 1933. Et puis, à partir des années 80, l'endettement, aussi bien public que privé, a recommencé à augmenter à partir du plafond de 150% du PIB, notamment avec l'émergence de l'endettement du secteur financier. Et en 2023, aujourd'hui même, l'endettement total euh, est de plus de 400% du PIB avec une dette globale de 100 000 milliards de dollars, ou un peu plus. Alors, à comparer, Renaud Bouchard, les ordres de grandeur entre les deux situations, celle de 2029, de 1929 et celle d'aujourd'hui, on peut considérer aisément que la crise de 1929 est une petite balade de parc, un petit amusement par rapport à ce qui attend le monde aujourd'hui. Alors, qu'en pensez-vous? Et sommes-nous à la veille d'un cataclysme financier et économique aux conséquences incalculables sur tous les niveaux? vous savez, le mot cataclysme, ça vient du latin et du grec, en fait, c'est la catastrophe, c'est l'inondation, c'est le bouleversement, c'est le tremblement de terre et tout. Euh, Les comparaisons historiques entre la crise de 29 et puis celle qui est rampante, on va dire à partir de 2008 et celle qui, comment dire, qui est en train de se développer actuellement, euh, les ordres historiques sont totalement différents. Voilà. Mhm. Ils sont différents sur l'origine de la crise de 29, on la connaît. Celle actuelle aussi, on la connaît aussi. Elles n'ont elles ont, pour celle de 29, en fait, elle s'est résolue de la manière que vous connaissez, c'est-à-dire que mais il y a eu tout simplement, en fait, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Ah oui. Donc, c'est en fait une guerre qui a, comment dire, qui a terminé la crise de 29. Tout le programme qui avait été mis en place, par exemple, par le président Roosevelt sur le New Deal, ça a été un ratage au début. Hein, 1932, 1933, les grandes dispositions, par exemple, de la confiscation de l'or pour chacun des citoyens américains, il était Mhm. interdit comment dire, de détenteurs d'or. Euh,
On va connaître ça, par exemple, en Occident. Là, actuellement, c'est déjà un peu le cas. On est en train, par exemple, d'envisager de ratisser l'épargne des Européens, par exemple, Absolument, pour la absolument. mobiliser dans un grand plan de soutien, par exemple, à la guerre en Ukraine, hein. Voilà. Enfin, ça fait partie de soutenir, en fait, mettre de l'argent, en fait, dans ce qui est, comment dire, un trou noir, un effondrement complet de toute une économie de guerre qui n'en est pas une, en réalité. Alors, faire la comparaison, je dirais oui et non. Sur les origines inflationnistes, oui, bien sûr, il y a toujours des éléments de comparaison. Je dirais peut-être c'est surtout en fait la solution elle-même qui risque d'être un peu surprenante. Alors, C'est guerre, ça le sens de la question. peut-être pas guerre mondiale, parce qu'en fait, elle est déjà commencée, en fait. Elle est déjà Oui. commencée depuis un petit moment, mais elle est commencée de manière un petit peu sporadique. Les choses ne se repassent jamais de la même manière. Alors bien sûr, il y a des conflits qui sont ouverts, des conflits ardents, des conflits qui sont chauds, mais en fait, la véritable guerre économique de réajustement est déjà totalement en place. Oui. Euh, il y a un article qui est extrêmement intéressant qui est sorti il y a, comment dire, il y a maintenant une dizaine d'années, intitulé A World Without the West. Eh bien, en fait, c'est le grand pivotage vers, comment dire, l'Eurasie, avec le sujet des BRICS que vous allez aborder peut-être tout à l'heure. Voilà, Mhm. c'est en fait, elle est là, cette guerre mondiale, et elle est en train, en fait, tout simplement de rebattre totalement les cartes. Il y a, il y a toute une structure. On a, par exemple, euh, de ce qui a été au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec Bretton Woods, par exemple, qui était la mise en place de l'hégémonie financière américaine, la première puissance économique mondiale. On est passé après, alors je vous fais le détail que vous connaissez, consensus de Washington, ces trucs-là. Voilà, on est passé après sur Bretton Woods 2. Mais c'est fini tout ça. Oui. C'est fini tout ça parce que maintenant, on voit arriver d'un côté des grandes masses monétaires qui sont une bulle qui n'en finit pas d'éclater, mais enfin, la paroi finit par se devient tellement mince, peu de temps qu'on voit vraiment plus qu'au travers. Et puis, d'autre côté, vous avez des économies comme celle, comment dire, de la Russie, de la Chine, de tous les pays d'Asie, qui, eux, ont derrière un sous-jacent extrêmement solide qui est l'or. D'accord. Non seulement ils en produisent beaucoup, et ils ont adossé leur monnaie dessus. Maintenant, Renaud Bouchard, pour la question suivante. Alors, entre 1929 et 1935, la plupart des contrats de dette privée et publique comprenaient une clause or prévoyant un remboursement en or qui protégeait l'investisseur d'une base de la valeur du dollar. C'est ce que vous voulez, vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure sur la question de la confiscation de l'or par rapport, enfin, dans le cadre du New Deal. Alors, un montant considérable de la dette, 120 milliards de dollars, soit 180% du PIB, était doté de cette clause. Et puis, nous avons le 5 juin 1933, le Congrès annule sur demande du gouvernement toutes les clauses hors des contrats, même passés, c'est-à-dire avec un effet rétroactif. Et le 31 janvier 1934, Roosevelt dévalue le dollar de 69% en fixant le cours de l'or à 35 dollars. Et ainsi, en annulant cette clause, dollar-or, avec effet rétroactif, le fardeau de la dette américaine a chuté de 69%. Et Ben Bernanke, l'ex-gouverneur de la Réserve fédérale américaine et qui est considéré comme l'un des grands spécialistes de la crise de 29, et Milton Friedman, pour eux, c'est cette décision qui a manqué, ou qui a marqué, pardon, le début de la reprise économique et la fin de la Grande Dépression. Alors, ma question, les événements, ces événements américains de 39 et 35 peuvent-ils se reproduire aujourd'hui? Et en cas de nécessité, les gouvernements américains peuvent-ils restructurer et modifier les contrats pour provoquer un effondrement de la dette comme en 1933 et 1935? Et puis, dans ce scénario, est-ce que ce n'est pas, in fine, ce qui est recherché par les Américains, dans le but de sortir de la dette, mais avec le risque justement de provoquer une faillite de tous les pays émergents qui ont de très grandes réserves en dollars? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est ou c'est juste moi qui suis en train de me faire un film? Non, cher Kamal, la question induit la réponse. En fait, c'est de la prospective qui est déjà plus qu'établie. Il faut savoir que nous avons affaire à une grande puissance économique
qui en fait joue dans son propre camp et qui n'a que faire en réalité de ses autres partenaires économiques. C'était la célèbre phrase du secrétaire d'État au Trésor, hein, le dollar est notre monnaie, c'est aussi votre problème. Eh bien, ils sont en train de passer sur autre chose, en fait, en réalité. Et là, actuellement, j'ai vu très récemment un article où, en fait, c'est une tendance, on est en train de, j'allais dire, on est en train de passer à un autre ordre monétaire international. La fiat monnaie, par exemple, est en train de disparaître. On a entendu parler de ce qu'on appelle les CBDC, hein, les Central Bank Digital Currency. Et Oui. il n'est peut-être pas impossible, en réalité, que nous voyions une sorte de découplement, d'un abandon fait par justement même, je veux dire, les États-Unis eux-mêmes de leur dollar pour passer sur une autre base monétaire qui serait tout simplement, en fait, ce qui a été choisi, qui est le Bitcoin. Voilà. Donc, Moi, ce qui a attiré mon attention, Renaud Bouchard, c'est le fait que actuellement, le plus grand détenteur de la dette américaine, c'est finalement la Réserve fédérale. Ça me met la puce à l'oreille. Pourquoi ils le font? Et la Réserve fédérale continue à acheter. Et actuellement, par rapport à tout l'endettement, la masse monétaire qui existe, les réserves de change ou les bons du Trésor qui sont détenus par les pays, ça devient une proportion très, très petite. C'est pas très important. Donc, je me demande si c'est pas il n'y a oui, mais pas un plan derrière. il faut pas affoler la bête. Si vous avez par exemple la Réserve fédérale qui commence à expliquer, comment dire, qui fait comprendre l'idée dans toute une population, de dire que tout d'un coup ce qu'ils ont actuellement en portefeuille ne vaut plus rien, c'est la chute immédiate. Non, non, on va faire durer encore comment dire, la confiance, car tout est là en fait en réalité. C'est du papier tout ça, hein. Mhm. C'est voilà, mais on passe sur autre chose. On est en train de passer d'abord dans une nouvelle maîtrise des circuits financiers, une nouvelle maîtrise des agents économiques, une nouvelle maîtrise des populations. Tout le monde a besoin d'argent et en aura besoin, mais on va passer petit à petit avec une monnaie digitale, banque centrale, et petit à petit, je pense que nous allons avoir une sorte de glissement, on va passer sur toute autre chose. Le dollar, à mon avis, est quelque chose qui est encore j'allais dire que c'est un futur souvenir. Ça va encore durer, mais ça va devenir une monnaie de deuxième zone. Voilà. Mais il y a Voilà. encore, vous avez encore un autre pays qui a encore besoin, beaucoup besoin du dollar actuellement. C'est la Chine, par La Chine, exemple. oui, Voilà. exactement. C'est-à-dire qu'il y a toute une économie là comment dire, qui est un peu en refroidissement, mais qui Et fonctionne qui a très bien. surtout plus de 3 000 milliards de réserves en dollars. Moi, je me mets à leur place. Si jamais les Américains venaient à réduire la valeur du dollar à zéro, c'est quand même pas. ça- Non, ce sera pas réduit à zéro, ça va passer sur autre chose, sur un autre sous-jacent. Ça sera adossé à quelque chose d'autre. Voilà. C'est un peu comme par exemple ce que vous avez actuellement, le très gros acheteur d'or fantôme actuellement, c'est la Chine. Voilà, Oui, avec le yuan elle-même qui lui-même qui est, enfin le renminbi en fait, qui est à la fois un avantage, mais qui est quand même un sérieux problème. Voilà, mais c'est une monnaie, on en a besoin. Hein, il y a 1,4 milliard d'habitants qui s'en servent tous les jours, à chaque instant, à chaque heure. Mais c'est une monnaie qui, de plus en plus, j'allais dire, suscite l'intérêt de tout le monde. Pourquoi? Parce que elle regorge de confiance. Elle oui. est adossée à de l'or, comme le Et puis rouble, par exemple, à de la production réelle. Et et surtout, production réelle. ouais. Voilà. On est là. Bien, Alors, pour répondre à votre question sur le décrochage, sur comment dire, les nouveaux décrets qui avaient été pris justement dans les années 30 aux États-Unis, oui, il va y avoir autre chose à un moment donné. Vous n'aurez plus, ce sera différent. Ce sera peut-être pas sur l'or lui-même, mais ce sera par exemple la possibilité d'utiliser par exemple le dollar tel qu'on l'a connu maintenant. On pourrait avoir ou d'accord, l'euro par exemple, avec par d'accord, exemple une monnaie temporaire, une monnaie fondante, voilà, d'accord, qui sera valable 3 mois. Si vous ne l'avez pas d'accord. dépensé, vous n'avez plus rien. Si le scénario qu'on venait juste de décrire avant la fin de la première partie se précise et que les pays étrangers liquident toutes leurs obligations US
de façon à ce que la dette américaine soit détenue à 100% par les Américains eux-mêmes, il est évident que cela sauvera l'économie américaine peut-être de la dette, mais mettra fin en même temps au statut de devise dominante internationale du dollar. Néanmoins, ce qui ici est très, très important, c'est le risque, la chose qui est très importante à noter, c'est le risque énorme de voir beaucoup de pays perdre toutes leurs réserves en dollars et courir le risque d'une faillite certaine. Et ce genre de conditions, je crois que on peut, il ne faut pas sortir d'une grande école pour comprendre que cela, ce sont les conditions qui créent les conflits militaires que nous ne souhaitons pas et que personne ne souhaite. Alors, qu'en pensez-vous? Et ne serait-ce pas ça, peut-être euh, que les banques centrales sont en train de chercher, notamment la Fed, en achetant beaucoup d'or pour liquider leurs réserves en dollars? Tout le monde achète de l'or en ce moment, bien évidemment. Parce qu'en fait, officiellement, on affiche une confiance, mais tout le monde a parfaitement compris que la fête était finie. Voilà. Donc, ça fait rêver, l'or. Hein. Mhm. Tout à fait évident. Mais on assiste quand même actuellement encore à, je n'en trouve pas tout à fait l'explication, sauf peut-être le gain et le profit immédiat. Là, je pense à certains pays occidentaux. Vous avez par exemple encore en avril 2024, hein, un exemple de la dollarisation des banques européennes et suisses, par exemple, et donc de la dollarisation, par exemple, à laquelle procède la Banque centrale européenne ou la Banque nationale suisse, par exemple, ou qui, euh, euh, en fait, voilà, quand le système monétaire a été changé, les banques en euros euh, je réfléchis là. On saisit l'aubaine des déficits américains en fait, pour développer le recyclage des dollars extérieurs aux USA. Elles ont Mhm. gagné énormément d'argent dans ce recyclage. Mais alors, en agissant de la sorte, elles ont peu à peu dollarisé leur bilan. Elles sont devenues totalement dépendantes au dollar. Mais il suffit tout simplement que la Fed ferme le robinet Oui, et tout le monde tombe. C'est ce absolument. qui pourrait effectivement se passer. Quoique, parce que vous avez de la géopolitique qui entre en jeu. Les États-Unis, quelle que soit en fait en réalité la nouvelle équipe gouvernementale qui arrivera au pouvoir au mois de novembre prochain, ont encore un peu besoin de l'Europe, beaucoup d'Europe. C'est-à-dire il faut l'asphyxier, mais pas trop. On en a besoin. Oui, Donc, on va pas tout tuer. On va simplement contrôler de manière très solide, justement, les instituts monétaires ou la Banque centrale européenne, par exemple. Mais la mhm. Fed va aussi être obligée de se contrôler elle-même. Et puis, Mhm. de l'autre côté, je veux dire, de l'autre côté, j'allais dire en face, mais tout dépend de quel côté on se met, parce qu'on est toujours en face, eh bien, vous avez d'autres pays qui, effectivement, se rendent compte que bon, le dollar est toujours utile comment dire, comme instrument de paiement quotidien, mais il y a toute cette remise en place qui est comment dire comment dire qui est en construction au-delà par exemple de la banque des BRICS avec une monnaie BRICS qui va finir par arriver un jour, ça ce sera l'objet d'un autre sujet, Oui, avec justement toujours cette grande confiance de pays qui ont montré une réussite économique réelle, une réussite et une puissance militaire solide aussi, qui sont sûrs de ce qu'ils font. Voilà, et qui ont justement les ressources matérielles et toujours ce fameux minerai, cet or, qui est là pour pouvoir montrer que la monnaie, quelle qu'elle soit, est solide, elle est gagée sur quelque chose, alors qu'en face, c'est du papier. oui. Voilà. Bien. Alors maintenant, j'aimerais bien passer à quelque chose de très important c'est une question en fait que tous les auditeurs se posent dans les quatre coins du monde. Et c'est la question de la liaison entre la guerre et les grandes crises économiques. Alors, Renaud Bouchard, et selon beaucoup d'experts, la situation actuelle de l'économie mondiale ressemble à bien des égards dans sa dynamique à celle, dans sa dynamique, hein, à celle des années 30,
qui a déclenché par la crise boursière de 1929. Alors, dans son livre Tragédie et espoir, publié en 1966, le célèbre historien américain Carroll Quigley avance le concept de l'écart déflationniste qui caractérise l'excédent d'épargne sur l'investissement, générant l'insuffisance de pouvoir d'achat dans le système économique. C'est selon la méthode choisie pour résoudre la question de l'écart déflationniste que le professeur Quigley arrive à démontrer justement le lien dans son livre entre les crises économiques et les deux guerres du XXe siècle, les deux guerres mondiales. La première, 14-18 et 39-45. Alors, en effet, entre la destruction, il évoque trois méthodes: la destruction de biens, l'abaissement de l'offre de biens ou l'augmentation de l'offre de pouvoir d'achat et la production de biens qui n'entrent pas sur le marché de la consommation pour réduire l'écart déflationniste. Bien sûr, lui, il dit que la meilleure solution normalement consiste en réalité, dans des investissements publics, dans des biens d'équipement productif qui augmentent la richesse nationale et le niveau de vie. Seulement, cette démarche est farouchement rejetée par les intérêts privés, financiers et bancaires en tête. Ainsi, à défaut, les pays occidentaux, comme dans les années 30, préfèrent augmenter les dépenses militaires, c'est-à-dire les biens qui ne rentrent pas sur le marché, pour combler l'écart déflationniste comme dans les années 30. Alors, René Bouchard, j'aimerais bien que vous preniez votre temps pour expliquer ça à nos auditeurs qui se demandent tout le temps, et à juste titre, comment on trouve facilement, en claquant du doigt, des centaines de milliards pour financer la guerre, alors, on ne peut pas trouver 10 milliards pour sauver, par exemple, les retraites en France, pour sauver la sécurité sociale, pour donner de l'argent à l'industrie, à l'agriculture. Les agriculteurs finissent leur mois comme des smicards au moins, alors qu'ils travaillent 70 heures par semaine. Et puis, les élites occidentales, actuellement, sont-elles en train de choisir la guerre à nouveau pour régler la crise du système capitaliste? La réponse est oui. La guerre, ça a été toujours en fait le merveilleux recours pour pouvoir effacer l'ardoise. J'ai la suite des indications que vous m'avez fournies hier. J'ai repris en fait deux travaux de Carol Quigley que vous venez de citer, notamment un ouvrage que j'avais oublié. En fait, je l'avais à moitié lu pour tout vous dire. Il était en anglais et puis j'avais laissé tomber, qui est l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Absolument, je l'ai Voilà. lu Et aussi. qui, Je hein, le recommande à tout le monde, ce livre aussi. oui, eh ben Ils sont c'est étonnant parce que complémentaires. je l'ai retrouvé, cet ouvrage-là. Et en fait, vous avez aussi un autre ouvrage qui est du même Quigley. C'est de l'économie, c'est de l'histoire, c'est passionnant. C'est les relations entre Cecil Rhodes et comment dire et Clifton. Et vous voyez comment en fait le capitalisme britannique est entré en fait dans la roue du capitalisme américain pour essayer de se survivre à lui-même. Ça n'a pas été tout à fait le cas puisqu'en fait les États-Unis sont devenus la puissance économique que l'on sait. Mais pour répondre à votre question, il y a, je ne sais pas si Quigley, comment dire, et Galbraith se connaissaient, mais il y a un Parler de ouvrage John Kenneth Galbraith, exactement, et qui dans était un le petit conseiller économique de Roosevelt. de Roosevelt. Et justement, dans un ouvrage qu'il avait publié en 1990 ou 92, Galbraith s'étonnait euh, à juste titre de l'extrême brièveté de la mémoire financière des acteurs financiers. Et là, j'ai sous les yeux, on va dire une citation que je reprends. Il disait ceci: Tout désastre financier est vite oublié, et lorsque des circonstances identiques ou très proches se reproduisent, parfois à quelques années d'intervalle seulement, elles sont saluées par une nouvelle génération, souvent jeune et toujours suprêmement confiante en elle-même, comme une découverte brillamment novatrice dans le monde de la finance et plus largement de l'économie. Et rares doivent être les domaines du comportement humain où l'histoire compte aussi peu que dans l'univers financier. Et alors justement, dans toute la crise que nous connaissons actuellement, on se pose la question de savoir comment dire.
quels sont les mécanismes économiques, sociaux et politiques qui, à partir du moment où ils finissent par avoir tellement dérivé, sont arrivés, j'allais dire, au désastre, comment peuvent-ils se resurvivre? Ah ouais. Eh ben, c'est tout simplement à cause de la guerre. La guerre efface tout et reconstitue totalement une économie. Et vous posiez la question tout à l'heure, comment se fait-il qu'on arrive à trouver des sommes d'argent gigantesques alors que on n'arrive pas, comment dire, à répondre à des besoins immédiats, justement pour les retraites, pour les agriculteurs, ou la médecine, la santé et autres. Mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'argent à gagner de manière immédiate sur une nouvelle orientation économique et financière d'une économie de guerre que sur le reste. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe. Et vous avez un article très intéressant à ce sujet-là qui a été écrit par un de vos confrères qui s'appelle Silvano Trotta, que vous trouvez justement sur les réseaux, qui vous montre quand ces 60 ou ces 90 milliards de dollars qui ont été votés par le Congrès des États-Unis, euh, je veux dire, je veux dire, ce n'est pas un effet d'aubaine. Il va y avoir de l'argent, mais pas pour tout le monde, et certainement pas pour l'Ukraine, par exemple, sauf simplement pour le complexe militaro-industriel américain. C'est tout. Là, on va retrouver. Et là, justement, je rebondis sur ce que vous voulez dire, parce que c'est très, très important. Quand on parle de 95 milliards de dollars, c'est un argent qui doit être converti en armement. C'est-à-dire, il faut le Oui. produire. C'est pas, on va pas imprimer les billets et les envoyer à l'Ukraine. Les soldats ukrainiens ne feront pas la guerre avec les billets de dollars. Il faut leur Ah non, envoyer de malheureusement, non. l'armement. Mais l'état, justement, du complexe militaro-industriel, qu'il soit européen ou américain, n'est pas en capacité, justement, de transformer l'argent qui sera injecté en moyens militaires avec lesquels les Ukrainiens vont se battre. Il y a les coûts qui sont énormes et il n'y a pas la capacité industrielle. Donc, promettre 95, moi, ayant fait une formation d'ingénieur, je comprends que enfin, c'est ça le problème de ces dirigeants. Ils croient qu'il suffit d'injecter l'argent et puis hop, à la sortie, on a 10 000 chars, on a 10 000 missiles. Et les choses ne se passent pas comme ça. C'est pas. Non, elle ne se passe pas comme ça, mais voilà pourquoi il va falloir quand même retrouver, j'allais dire, des sous-jacents et du solide derrière. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vous fais, vous êtes ingénieur, vous avez besoin de quelque chose, je sais pas, un laboratoire de radioisotope, allez, je vous fais une ligne de crédit pour l'acheter. Ben, il va y avoir quelqu'un qui va le vendre, ce laboratoire, et Ils qui vont le lui fabriquer d'abord. va vouloir avoir autre chose qu'une promesse à la banque du coin. Voilà. Oui, bien Donc sûr. on va aller chercher l'épargne là où elle est, par exemple, ce qu'il en reste. Et puis, on va peut-être aussi aller chercher peut-être des ressources minières là où il y en a encore, en allant demander à des pays, par exemple, qui bénéficient de ressources naturelles extrêmement importantes, de bien vouloir participer, entre guillemets, à un effort de guerre. Enfin, on retrouve une économie de prédation. Il va falloir le créer, cet argent, pour relancer le complexe militaro-industriel. Mais il va être relancé d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais il va falloir retrouver les matières premières. Il va falloir payer les ingénieurs. Il va falloir, voilà. Pour moi, ce n'est que du papier, ça, sur le moment. On va Ouais. voir ce qui va sortir des arsenaux. Je ne sais pas. Donc, Je ne sais en pas. réalité, enfin, si on comprend bien, cette annonce-là, parce que elle est enjolivée et elle est mise à l'intérieur d'un emballage très beau de déclarations humanitaires, d'aide à l'Ukraine, d'aide à Israël, ainsi de suite, contre les méchants qui veulent les exterminer. Mais en réalité, ça n'est que l'alibi ou le prétexte pour sauver ce qu'on peut sauver encore du système financier occidental. En fait, on sacrifie des populations sur l'autel d'intérêts financiers. Mais je pense que malheureusement, c'est cruel, mais vous avez résumé, en fait, la conclusion est là, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais des armes vont quand même être fabriquées, elles vont être insérées dans un nouveau modèle de crédit pré-bail ou autre. Les sommes d'argent, en fait, qui vont vraiment être données à l'Ukraine, ne vont pas être un cadeau.
pour l'Ukraine. Il va y avoir au moins un engagement de dette, de réparation, de remboursement. Je pense que ce pays sera absolument incapable de rembourser cette dette. Déjà, les pays occidentaux eux-mêmes, si vous regardez par exemple la dette en France, c'est une dette qui sera peut-être pas tout à fait éternellement roulée parce qu'on risque de se trouver sous les, bientôt sous les, d'avoir rempli toutes les conditions pour bénéficier des conditionnalités du FMI en France, par exemple. Mm. C'est un pays qui est en train de s'appauvrir à très très grande vitesse. Et je ne vois pas tellement comment on pourra, nous, participer dans le cadre d'une véritable économie de guerre à ce qui pourrait être en fait un effort économique, financier, industriel pour, j'allais dire, contribuer à aider l'Ukraine, par exemple. Mais comment dire, une constatation qui est, qui est valable, par exemple, pour la Fédération de Russie, à ceci près que la Fédération de Russie est assise sur les ressources d'un continent tout entier. Mais il y a un moment donné où, là aussi, j'allais dire, l'économie de guerre va se retrouver aussi face à un mur de dette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais cette guerre va s'arrêter. Parce que de toute façon, la recomposition financière, industrielle, économique aura eu lieu des deux côtés. Voilà. Mm. Je ne peux rien vous dire de plus là-dessus, mais je pense qu'en fait, D'accord. des gens comme Bien, Quigley, Carol Quigley ou comme Kenneth Galbraith ont parfaitement répondu, hein. C'est la guerre qui va tout relancer, mais d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas sûr, en fait. d'accord. Bien, alors maintenant, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu aux pays du Sud, et notamment aux pays africains, qui, dans cette situation vraiment invraisemblable de dette, d'endettement mondial, aussi ont leur part à l'intérieur. Alors, au milieu de la plus forte hausse des taux d'intérêt mondiaux depuis 4 décennies, les pays en développement, notamment les Africains, ont dépensé un montant record de 443,5 milliards de dollars pour assurer le service de leur dette extérieure publique et garantie publiquement en 2022, selon le dernier rapport sur la dette internationale de la Banque mondiale. Et on a les paiements du service de la dette qui donc, comprennent le principal et les intérêts, ont augmenté de 5% par rapport à l'année 2021 pour tous les pays en développement. On a les 75 pays éligibles pour emprunter auprès de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, qui soutient les pays les plus pauvres, ont payé un montant record de 88,9 milliards de dollars en frais de service de la dette en 2022. Et on a, au cours de la dernière décennie, les paiements d'intérêts par ces pays ont quadruplé pour atteindre un sommet précédent aussi de 23,6 milliards de dollars en 2022. Et le coût global, donc, du service de la dette des 24 pays les plus pauvres, dont parmi eux les pays africains, devrait augmenter en 2023 et 2024 jusqu'à 39% selon le même rapport. Alors, quand on regarde, Renaud Bouchard, tous ces chiffres astronomiques que les pays pauvres ont payés, soi-disant des dettes qui ont été contractées pour les aider à se développer, alors qu'il n'y a absolument, on voit tout sauf le développement, avec tout ce qui a été payé comme dette ou intérêt de la dette et ainsi de suite. Alors, l'augmentation des coûts a détourné des ressources vraiment rares, des besoins essentiels tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, les infrastructures. Et puis, cette situation est-elle encore tenable dans le contexte actuel? Et puis, quid de la solution de l'arrimage à la dynamique de développement des BRICS, notamment pour l'Afrique? Alors, non, la situation telle que la connaissons, avec cette dérive excessive, cette mobilisation du service de la dette, j'allais dire il y a un moment donné, on retrouve cette qualification qui est apparue il y a maintenant une vingtaine d'années et qui, à mon avis, est parfaitement illustrée, c'est la notion de dette odieuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous entrez, vous entrez entre comment dire, dans les
pince d'organismes internationaux censés venir vous aider et qui en réalité vous font passer sous des fourches codines, détruisent des populations, vous imposent en fait des conditions de refinancement ou de comment dire d'orientation budgétaire qui sont absolument intolérables. Euh, ça ne s'est pas vu, ça ne s'est pas vu qu'en Afrique, hein, ou dans les pays anciennement, j'allais dire, dits sous-développés ou en voie de développement. On l'a vu par exemple avec la Grèce qui a été reprise en main et qui a, comment dire, il y a, comment dire, une vingtaine d'années, a subi en fait une thérapie de choc qui l'a complètement mise par terre. Enfin, bon, évidemment, la Grèce va bien Sans maintenant, aucun mais état d'âme en plus, bien que c'est un pays pardon? européen. Sans aucun état d'âme, bien que c'est un pays européen. Quand il s'agit de Exactement. récupérer l'argent, Exact. c'est Exactement, mais vous savez royalement. qu'en fait, là, je ne donnerai pas de nom ici, mais pourtant, il y a des gens que je connais, je vais vous dire, qui sont des gens qui devraient rendre des comptes. Mais la manière dont, par exemple, l'Allemagne comment dire, a appliqué à la Grèce la méthode de redressement économique, comment dire, qu'elle a utilisée pour prendre ce qui l'intéressait dans la défunte RDA, par exemple, ce sont exactement les mêmes méthodes. Mais alors, pour en revenir à l'Afrique, ah ben, vous avez 54 pays africains qui, là, actuellement, évidemment, on peut dire que ça se développe pas et tout, c'est pas vrai. Il y a un réel développement africain difficile, mais qui irait beaucoup mieux si effectivement il n'y avait pas ce service de la dette, ces sommes d'argent absolument gigantesques qui pourraient être utilement réutilisées. Arrive à y avoir, à mon avis, une grande lustration, voilà, pour tout le monde, pour tous les, comment dire, les organismes, issus, je vais dire, du monde occidental, mais peut-être aussi pour ceux qui sont en fait les nouveaux parrains et les nouveaux maîtres de l'Afrique, par exemple. Vous avez, par exemple, la Chine-Afrique avec un fonds souverain, comment dire, chinois qui s'est installé dédié spécialement à l'Afrique. Il y a eu des constructions absolument extraordinaires en matière de travaux publics, d'infrastructures et autres. Mais ce sont quand même des pays qui sont passés d'une certaine manière jusqu'à, par exemple, à adopter, par exemple, le yuan comme, comment dire, monnaie officielle. Il y a un moment donné où ça risque un peu de coincer aussi Oui. parce que là où je vais dire les choses très précisément, le colonialisme à la mode européenne occidentale ne faisait pas dans la dentelle sur certains domaines. Mais alors là, par exemple, avec la Chine, avec les Indiens, alors là, on se pose même plus, il y a même plus d'état d'âme hein, dans certains, voilà. Donc, ce sont des contraintes. Tout ceci, va générer des craquements qui vont se réajuster de manière solide. Et justement, avec les BRICS, on peut se poser la question de savoir, par exemple, il y a eu à un moment donné, même aussi de la part des BRICS, des conditionnalités au rabais qui ont été annoncées, comment dire, au point que, par exemple, que des pays qui ont cru qu'ils allaient trouver avec justement cette nouvelle épiphanie, ces nouveaux alliés, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, surtout l'Afrique du Sud, qu'ils allaient pouvoir trouver de nouveaux alliés. On s'est rendu compte très vite que, j'allais dire, il pouvait y avoir en fait des dérives. D'où le modèle de partenariat envisagé entre le continent africain et les BRICS, par exemple, qui actuellement c'est très positif et j'allais dire, ça donne beaucoup d'espoir parce que c'est la réalité, est en train de s'orienter vers trois domaines spécifiques qui sont le commerce, les investissements directs étrangers, mais l'aide au développement, mais de manière différente de ce que l'on connaissait jusqu'à présent. Parce que j'allais dire, c'est pas moi qui le dis, ça c'est un article de Jean-William Guadigui, qui est un professeur qui a été, j'essaie de regarder où est-ce qu'il a été professeur en fait. Mais enfin bon, il a enseigné en France. Il explique qu'en fait, en matière comment dire, d'économie du développement, l'Afrique a assez d'expérience pour pas répéter les erreurs du passé. Voilà. C'est-à-dire, ça fait 50 ans maintenant que les États africains sont, je dirais, vaccinés en matière de développement économique et de coopération. Et la coopération avec les BRICS, si les domaines prioritaires sont bien identifiés et ciblés, peut, à mon avis, renforcer la croissance, créer des emplois et accélérer des développements du continent. Et c'est ce qu'elle fait. Et quand vous voyez, par exemple, un rapport qui a été fait il date un petit peu là, mais en fait, il a été réactualisé, c'est le rapport de la Commission économique pour l'Afrique, il date de 2013, hein,
c'est la coopération entre les BRICS et l'Afrique. Conséquence sur la croissance, l'emploi et la transformation structurelle en Afrique. Ça a été, comment dire, publié, je crois, à la suite d'un congrès qui a eu lieu en Éthiopie, à Addis Abeba. Eh bien, en fait, on a identifié, dans le cadre du nouveau partenariat africain avec les BRICS, eh bien, de réelles perspectives de gains pour le continent, notamment, par exemple, dans le domaine du commerce, de la transformation des matières premières et peut-être, très probablement, je pense que c'est en train de vraiment de se construire dans les flux et les paiements intranationaux au continent. Oui. Le franc CFA n'en finit plus de mourir, par exemple, mais Mhm. il va se recomposer d'une autre manière. Voilà. Et il se recompose d'une autre manière comment? Bah, par exemple, avec les paiements électroniques, avec le Naira au Nigeria, par exemple. Vous direz, on est très loin du franc CFA, hein. Mais ce sont, je veux dire, les populations africaines se sont appropriées de nouveaux moyens de paiement extrêmement modernes. L'argent circule, circule très vite et en quantité extrêmement importante. Vous avez, par exemple, la nouvelle réaffectation de ce qui constitue en fait un véritable système bancaire africain qui est celui des tontines, par exemple. Mhm. Ce sont des centaines de millions, j'utilise encore l'expression, de dollars, mais qui existent et qui sont réinvestis dans tout, dans des micros-investissements. Ça peut aller, par exemple, chez le coiffeur du coin, comme chez le garagiste et tout, mais ça peut aussi aller dans comment dire, la boutique qui va faire des applications d'électronique en téléphonie, par exemple. Voilà. Et là, on est passé sur un saut qualitatif technologique extrêmement important. Et ça génère réellement du profit. Et alors, justement, en ce qui concerne, en fait, dans un autre domaine, par exemple, le commerce, la transformation des matières premières, par exemple, alors là, on passe sur un autre développement économique avec une assise qui est beaucoup plus large et qui sont tirés par des échanges culturels, sociaux, scientifiques et technologiques indirects avec des investissements directs étrangers. Vous savez quel est actuellement le plus gros investisseur en Afrique subsaharienne? Oui. C'est le Maroc, Mhm. et dans tous les domaines. Et ça, c'est assez extraordinaire. Mhm. Alors, ce sont des réalités. Et moi, je pense en fait qu'on arrive maintenant à un véritable développement qui est réel et qui va donner lieu à une diffusion beaucoup plus rapide d'idées productives, une nouvelle innovation, l'adoption de nouvelles technologies et je pense une absorption beaucoup plus efficace des connaissances et qui sont en fait un facteur de base de création des richesses. Des nations, des pays qui savent lire, écrire et compter ont fait le saut qualitatif qui leur permet de passer à Absolument. toute autre chose après. Mais en tout Et je cas, suis je suis très content que vous ayez évoqué cette question, notamment à la fin, parce qu'en réalité, il y a quand même un problème quand on fait un peu de l'histoire de l'économie. On se rend compte qu'en réalité, quand on regarde le développement, notamment des idées qui ont créé des révolutions dans l'économie, on se rend compte qu'en réalité, l'économie, c'est la créativité humaine, c'est la capacité à transformer l'univers, c'est la formation, l'art, la poésie, la philosophie, la capacité, le développement des capacités créatrices des gens. C'est ça, l'économie, ce n'est pas la monnaie. La monnaie n'a pas de valeur intrinsèque. Elle a une valeur quand il y a des gens à côté et un système culturel, éducatif qui produit des gens capable de transformer et de dominer l'univers sans le détruire. Oui, mais vous rejoignez ce que disait le grand humaniste Jean Baudin, hein, il n'y a de richesse que d'hommes. Et moi, j'aimerais encore citer en fait cet universitaire africain, je ne sais plus du tout de quelle nationalité il s'appelle James William Gbagidi. Excusez-moi, j'ai ma langue a Pas de problème. fourché. Et il dit ceci. euh, je veux dire, vraiment, il faudrait que tous vos auditeurs gardent cette phrase en tête. Il sera nécessaire pour les pays africains de ne pas se laisser enfermer dans le rôle exclusif de fournisseurs de matières premières pour les BRICS, mais surtout d'élaborer des politiques communes mutuellement bénéfiques afin d'accélérer le développement du continent. Car c'est dans les stratégies individualistes du chacun pour soi que se cachent les causes des échecs de nombre de partenariats antérieurs entre l'Afrique et le reste du monde. Alors ça, c'est un signal aussi qui est donné. Vous savez, quand il y a eu la grande réunion familiale ou quand tous les pays africains ou les dirigeants ont été accueillis à Sochi, par exemple,
J'ai lu pas mal de choses sur cette conférence. J'ai eu la chance de mettre la main sur des textes en russe qui étaient en fait non pas tout à fait des verbatim, mais des comptes rendus. Ça s'est peut-être pas passé exactement comme le prévoyait la puissance invitante, hein. Ils ont reçu leurs amis africains, mais des amis africains qui avaient déjà eu d'autres expériences. Alors évidemment, on retrouve la Russie, qui est comment dire, un vieux client qui a été déjà sur place, hein, en Afrique de l'Ouest, au Mali, et puis qui là l'est actuellement. Mais il va falloir penser peut-être à autre chose. Redéfinir des rapports. Alors malheureusement, les rapports, pour le moment, ça risque d'être des rapports, j'allais dire, peut-être encore un petit peu militaires d'une certaine manière. Et ça, c'est un peu, c'est le côté, c'est un peu dangereux parce que bah, c'est tout simplement en fait ce qui est à l'ordre du jour en ce moment. En fait, on est avec des conflits. Et peut-être avez-vous lu ce qui est sorti dans comment dire, la dernière publication du programme Revue internationale en russe. Voilà, ce sont les indications comment dire, les notes qui ont été données par monsieur Fyodor Loukyanov et de monsieur Nikolai Silaïev. Ils sont tous les deux chercheurs à l'Institut d'études internationales du MGIMO, du ministère russe des Affaires étrangères. Et dans le cadre du programme Revue internationale, on leur posait la question de savoir s'il existait encore une sorte d'ordre mondial en vigueur à l'heure actuelle, ou est-ce que nous étions pas plutôt enfin arrivés à une bienheureuse anarchie? Et en fait, ce qu'il dit, c'est que d'un point de vue structurel, nous sommes dans une guerre mondiale qui est causée, je les cite, par la fatalité historique des transferts d'hégémonie. Voilà. Et nous y sommes. Nous y sommes en fait dans toute cette restructuration qui prend en compte comment dire, les points topiques développés par le sujet d'aujourd'hui avec les réajustements monétaires, les questions inflationnistes, euh, la pérennité d'une monnaie par rapport à une autre, les redistributions entre pouvoirs. Nos Bouchard, je vous remercie encore une fois pour tous ces éclairages et ces analyses. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale de la crise mondiale multidimensionnelle, ses enjeux et ses effets négatifs, surtout sur la paix dans le monde. Et puis, j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.